Au cours des dernières années, la Corée du Nord a toujours fait la une des journaux en raison de ses essais de missiles et de son programme nucléaire. L'un des événements les plus discutés a été celui où le pays a effectué un essai nucléaire souterrain très puissant en 2017. Au cours du week-end, la Corée du Nord a testé son engin nucléaire le plus puissant, affirmant qu'il s'agit d'une bombe à hydrogène. Les scientifiques estiment qu'il était 10 fois plus puissant que le dernier essai nucléaire nord-coréen. Selon les agences internationales de surveillance et divers rapports des médias, l'explosion était si puissante qu'elle a provoqué un séisme ressenti dans différentes parties du monde. À cause de cela, l'attention du monde s'est de nouveau tournée vers l'homme qui dirige la Corée du Nord, et il ne s'agit de nul autre que Kim Jong-un. Mais qui est-il vraiment ? Comment est-il devenu le leader de l'un des pays les plus fermés et les plus stricts du monde ? Et pourquoi continue-t-il d'être surveillé par les pays voisins et les grandes puissances, comme les États-Unis, la Chine, le Japon et la Corée du Sud ? Pour comprendre Kim Jong-un, nous devons d'abord comprendre le pays qu'il a hérité. Commençons par l'histoire de la Corée du Nord. En fait, l'histoire de la Corée est très longue. Des milliers d'années avec leur propre culture, leurs traditions et les inventions des Coréens. Au début du XXe siècle, le Japon a occupé toute la péninsule coréenne et elle est restée une partie de l'Empire japonais pendant de nombreuses décennies. Après la Seconde Guerre mondiale, la Corée a été divisée en deux parties. Au nord, il y avait la Corée du Nord, soutenue par l'Union soviétique. Et au sud, il y avait la Corée du Sud, soutenue par les États-Unis et leurs alliés. Depuis lors, les deux pays ont suivi des chemins différents. Alors que la Corée du Sud est progressivement devenue une puissance industrielle et technologique moderne, la Corée du Nord est restée fermée au reste du monde. Au cœur de ce système, une famille règne sur le pays depuis près de 80 ans. Tout a commencé avec Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord. Après sa mort en 1994, son fils Kim Jong-il lui a succédé. Et à la génération suivante, c'est Kim Jong-un qui est monté au pouvoir. À cause de cela, la Corée du Nord est différente de la plupart des États communistes. Au lieu d'un changement régulier de dirigeants, le pouvoir est resté entre les mains d'une seule famille pendant de nombreuses décennies. Kim Jong-un est né au début des années 80, bien qu'il existe des informations contradictoires sur l'année exacte de sa naissance. Selon certains rapports et documents parus à l'étranger, certains détails ne correspondent pas aux informations officielles sur Kim. Le pays étant très fermé, de nombreux détails concernant son enfance ne peuvent pas être confirmés. Il est clair qu'il a grandi en tant que fils de l'homme le plus puissant de Corée du Nord. Revenons à notre sujet. Alors que de nombreux citoyens ordinaires connaissaient la pauvreté et le manque de nourriture à cette époque, le monde dans lequel vivait la famille Kim était tout à fait différent. Ils vivaient dans de grandes résidences hautement sécurisées. Ils avaient accès à des produits importés, à des équipements modernes et à des privilèges que la plupart de leurs compatriotes ne voyaient jamais. L'une des personnes les plus proches dans la vie de Kim Jong-un est aussi sa sœur, Kim Yo-jong. Au fil du temps, elle est également devenue une personnalité importante au sein du gouvernement et on la voit souvent lors des réunions importantes et des événements diplomatiques de la Corée du Nord. En grandissant, Kim Jong-un a également été préparé à jouer un rôle plus important à l'avenir. Il a étudié dans des écoles réservées à l'élite de la Corée du Nord avant de poursuivre plus tard ses études en Suisse. C'est là que le jeune Kim a découvert pour la première fois un monde très différent de celui que la plupart de ses compatriotes nord-coréens connaissent. Mais malgré son séjour en Europe, son destin semblait déjà tracé depuis le début. En tant que petit-fils du fondateur du pays et fils du dirigeant en place à l'époque, il a été progressivement préparé à devenir le prochain visage de l'un des régimes les plus mystérieux et les plus stricts du monde. Mais attendez un instant, je fais juste une petite pause. Avant de poursuivre la discussion, j'aimerais vous demander de mettre un like et de vous abonner. C'est déjà d'une grande aide pour nous, créateurs de contenu. Merci, revenons à notre sujet. Au retour de Kim Jong-un en Corée du Nord après ses études en Europe, la situation du pays était très différente de celle qu'il avait laissée en partant. À l'époque de son grand-père, Kim Il-sung, la Corée du Nord avait encore de puissants alliés comme l'Union soviétique et la Chine. Mais dans les années 1990, beaucoup de choses ont changé. L'Union soviétique s'est effondrée, la guerre froide était terminée. Et peu à peu, l'aide sur laquelle la Corée du Nord comptait depuis longtemps a disparu. À cause de cela, l'économie du pays s'est encore affaiblie. Il y a eu une grave pénurie alimentaire.
Beaucoup de familles ont eu du mal à survivre. Selon divers rapports et études d'organisations internationales, des centaines de milliers à plus d'1 million de personnes pourraient être mortes ou affectées par la grave famine des années 1990. Alors que de nombreux citoyens vivaient cette situation, une grande question commençait à se poser au sein du gouvernement. Qui sera le prochain dirigeant de la Corée du Nord ? Au début, Kim Jong-un n'était pas le candidat le plus fort. Beaucoup pensaient que le prochain leader serait son demi-frère aîné, Kim Jong-nam. Il était plus âgé. Il était connu des hauts responsables depuis plus longtemps. Et pendant de nombreuses années, certains le considéraient comme le possible héritier du pouvoir. Mais au fil du temps, la situation a commencé à changer. Selon des analystes et d'anciens responsables qui étudient la politique de la Corée du Nord, certaines personnes au sein du régime doutèrent de la loyauté de Kim Jong-nam envers la direction que le gouvernement voulait prendre. Ce problème s'est encore aggravé après qu'il ait été impliqué dans une controverse en 2001. Selon les rapports des médias internationaux, il a été arrêté au Japon alors qu'il utilisait un faux passeport. À cause de cela, sa réputation a subi un coup dur. Pour une personne susceptible de diriger un pays très strict, un tel incident n'est pas bien vu. Alors que l'influence de Kim Jong-nam diminuait, la position de Kim Jong-un se renforçait progressivement. Au cours des années suivantes, on le voyait plus souvent entouré de hauts responsables et de personnes proches du pouvoir. Peu à peu, il a également constitué son propre groupe de partisans au sein du gouvernement et de l'armée. C'est important car en Corée du Nord, il ne suffit pas d'être le fils du dirigeant. Il faut aussi obtenir le soutien des personnes ayant une grande influence sur l'État. Pendant que cela se passait, il y avait aussi beaucoup de rumeurs concernant la santé de son père, Kim Jong-il. De temps en temps, des nouvelles circulaient disant qu'il était malade. La préparation du prochain dirigeant est donc encore plus cruciale. À la fin des années 2000, il était clair pour de nombreux observateurs que Kim Jong-un était le principal héritier pressenti du pouvoir. À cette époque, il a également commencé à fonder sa propre famille. Il a épousé Ri Sol-ju, qui a ensuite été souvent vue lors des activités officielles du pays. Mais même s'il est devenu plus connu en Corée du Nord, beaucoup de choses à son sujet restent encore un mystère. En fait, jusqu'à présent, de nombreux détails sur sa vie privée restent flous en dehors du pays. Il y a une autre chose qui surprend souvent beaucoup de gens à propos de Kim Jong-un. Malgré le fait d'être le dirigeant de l'un des pays les plus fermés au monde, il est dit depuis longtemps qu'il s'intéresse à certains aspects de la culture occidentale. L'un des exemples les plus connus de cela est sa passion pour le basket-ball. Selon des rapports, cet intérêt s'est développé pendant sa jeunesse alors qu'il était en Europe. Au fil des années, cela est resté l'un de ses sports préférés. C'est surprenant pour certains car le basket-ball n'est pas le sport le plus populaire en Corée du Nord. Mais cela montre que même s'il a grandi dans un système strict et contrôlé, il avait quand même des centres d'intérêt que beaucoup de gens ne s'attendaient pas à trouver chez lui. À l'approche de la fin du règne de son père, une chose devient de plus en plus évidente. Le jeune homme qui avait autrefois étudié à l'étranger et qui était presque inconnu du monde à l'époque est peu à peu préparé à diriger un pays doté de l'une des plus grandes armées et de l'un des gouvernements les plus secrets au monde. Cependant, lorsque Kim Jong-il est décédé le 17 décembre 2011, le pouvoir de la Corée du Nord est passé à Kim Jong-un. Beaucoup de gens ont été surpris à l'époque. Il était le jeune comparé aux anciens dirigeants du pays. Il n'était pas non plus très connu dans le monde. Mais en Corée du Nord, il était préparé depuis longtemps pour devenir le prochain dirigeant. Au cours des dernières années de la vie de Kim Jong-il, il a progressivement présenté son fils à l'armée, au gouvernement et aux personnes influentes du pays. C'était très important. Parce qu'en Corée du Nord, il ne suffit pas d'être le fils du dirigeant. Il faut aussi être accepté par les personnes qui détiennent une grande influence sur l'armée et l'État. Selon d'anciens responsables et des analystes qui suivent la Corée du Nord depuis longtemps, Kim Jong-un est celui qu'ils considèrent comme le plus semblable à son père en matière de leadership et de prise de décision. C'est pourquoi en 2009, il a été officiellement présenté comme le prochain héritier du pouvoir. En 2011, il est finalement devenu le plus haut dirigeant du pays. Mais la situation qu'il a héritée n'était pas facile. À l'extérieur de la Corée du Nord, de nombreux pays avaient déjà imposé des sanctions en raison du programme nucléaire et du développement de missiles du régime. À cause de cela, le régime était mis en cause pour son programme nucléaire et le développement de ses missiles. Les relations du pays avec d'autres parties du monde étaient également limitées. Leur économie était aussi faible.
Bien que le pays se soit remis de la grave famine des années 1990, de nombreuses régions connaissent encore une pénurie de nourriture et d'autres produits de première nécessité. Dans la capitale, Pyongyang, la situation étant meilleure que dans d'autres parties du pays. Mais même là-bas, il y a des moments où il y a aussi des problèmes d'électricité et d'autres services. La situation est encore plus difficile dans les provinces éloignées du centre du pouvoir. Alors que l'économie souffre, les dépenses de la Corée du Nord pour l'armée et les programmes de défense continuent d'augmenter. C'est l'une des raisons pour lesquelles ses relations avec de nombreux pays restent tendues. Il y a une autre raison importante pour laquelle le régime nord-coréen survit jusqu'à aujourd'hui, et c'est le soutien de certains pays clés. Pendant de nombreuses années, la Chine a été le plus grand partenaire commercial de la Corée du Nord. Selon différentes études économiques et des rapports internationaux, une grande partie du commerce de la Corée du Nord est liée à la Chine. C'est pourquoi la relation entre les deux pays est très importante. Si ce soutien disparaît, l'économie de la Corée du Nord aura encore plus de difficultés. Outre la Chine, la Corée du Nord a aussi des liens avec la Russie et d'autres pays éloignés de l'Occident. Au cours des dernières années, les relations entre Pyongyang et Moscou se sont encore rapprochées, surtout après le début de la guerre en Ukraine. Selon Reuters, Associated Press et d'autres médias internationaux, la coopération entre les deux pays s'est approfondie dans les domaines militaires et de la sécurité. Ainsi, la Corée du Nord a pris de l'importance dans les affaires internationales. Mais même si elle a des alliés, cela ne signifie pas qu'ils sont toujours d'accord avec tout ce que fait Pyongyang. Par exemple, la Chine souhaite souvent que la région de l'Asie de l'Est reste stable afin que les affaires et le commerce ne soient pas affectés. Ainsi, à chaque lancement de missiles ou montée des tensions dans la région, Pékin reste préoccupé par les conséquences possibles. Malgré tout cela, il y a eu une période où il semblait y avoir une opportunité d'améliorer les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis. En 2018, Kim Jong-un et l'ancien président américain Donald Trump ont eu une rencontre historique à Singapour. C'était la première fois qu'un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen se rencontraient en personne. Beaucoup de gens espéraient alors qu'un changement allait commencer, que la tension allait diminuer et qu'une nouvelle direction serait prise dans les relations entre les deux pays. Cela a été suivi par un autre sommet au Vietnam l'année suivante. Mais au final, il n'y a pas eu de grand accord qui ait réellement changé la situation. Les sanctions sont restées en place. Les désaccords concernant les armes nucléaires de la Corée du Nord sont également restés. Et dans les années qui ont suivi, les relations entre les deux parties se sont à nouveau refroidies. Jusqu'à aujourd'hui, Kim Jong-un reste l'un des dirigeants dont on parle le plus au monde. Non seulement à cause de son programme nucléaire, non seulement à cause de son armée, mais aussi à cause d'une question bien plus grande. Comment un pays qui est isolé du reste du monde depuis si longtemps parvient-il à rester stable ? Sous la direction de Kim Jong-un, une chose est devenue plus claire. Pour la Corée du Nord, l'arme nucléaire n'est pas seulement une arme, c'est leur bouclier, c'est leur moyen d'intimidation. Et c'est aussi la raison qu'ils utilisent pour expliquer pourquoi les grandes puissances ne peuvent pas facilement agir contre eux. Le programme nucléaire de la Corée du Nord a commencé il y a longtemps. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique a soutenu la Corée du Nord dans des projets de recherche nucléaire. Au début, le but déclaré était l'énergie, c'est-à-dire l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité. Mais avec le temps, cela est devenu de plus en plus lié à la fabrication d'armes nucléaires. À l'époque du père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, la direction du pays vers les armes nucléaires s'est accélérée. En 2003, la Corée du Nord s'est retirée du traité sur la non-prolifération nucléaire. Ce traité vise à empêcher la prolifération des armes nucléaires dans le monde. Après cela, la Corée du Nord est devenue plus agressive dans la poursuite de son programme nucléaire. En octobre 2016, le 9 octobre 2006, la Corée du Nord a effectué son premier essai nucléaire. Selon des rapports internationaux, la puissance de ce premier essai était encore faible comparée à celle des bombes nucléaires plus puissantes. Mais même si elle était faible, le message était très fort. La Corée du Nord a prouvé sa capacité à faire exploser une arme nucléaire. À son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un n'a pas arrêté ce programme. Au contraire, il l'a même renforcé davantage. En 2013, la Corée du Nord a de nouveau effectué un essai nucléaire. C'était le premier essai nucléaire sous le règne de Kim Jong-un. Pour le monde, le message était clair. Il n'abandonnera pas le programme que son père a lancé et renforcé. D'autres essais ont suivi en 2016 et 2017. Le plus inquiétant a été l'essai du 3 septembre 2017.
Selon le CTBTO, un fort événement sismique a été détecté près du site d'essai nucléaire de la Corée du Nord. Autrement dit, la puissance de l'explosion souterraine a fait que les stations de surveillance n'ont détecté qu'un seul séisme. Selon certaines estimations scientifiques, il pourrait être plus puissant que les précédents essais nucléaires nord-coréens. Les experts n'ont pas la même estimation sur la puissance exacte de cette explosion. Il est donc plus juste de dire qu'il s'agit du plus grand essai nucléaire attribué à la Corée du Nord, selon les enregistrements sismiques et l'analyse des experts. Pourquoi est-ce dangereux ? Parce que lorsqu'un pays possède une arme nucléaire et un missile capable de la transporter, cela change complètement la donne. Ce n'est plus une menace militaire ordinaire, ce n'est plus un simple échange de tirs à la frontière. Quand il s'agit du nucléaire, une seule mauvaise décision peut causer d'énormes dégâts. Kim Jong-un a aussi renforcé le programme de missiles balistiques nord-coréens en parallèle du nucléaire. Un missile balistique est un type de missile capable de parcourir une très longue distance et de frapper sa cible depuis une grande hauteur. La Corée du Nord possède des missiles capables de frapper des pays proches comme la Corée du Sud et le Japon. Il existe également des missiles plus grands comme la série Hwasong qui, selon les analystes, pourraient atteindre des régions beaucoup plus éloignées si leur système devenait totalement fiable. Selon le CS6 Missile Threat, le Hwasong DIC-7 aurait une portée estimée allant jusqu'à 15 000 km. Cela signifie qu'en théorie, il peut atteindre des cibles très éloignées. Mais il est très important de clarifier cela. Ce n'est pas parce qu'un missile a une certaine portée que cela garantit qu'il fonctionne parfaitement dans une situation réelle. Il faut aussi considérer la précision, l'ogive, la technologie de rentrée, la défense antimissile et d'autres facteurs techniques. Mais même s'il reste des questions sur ses véritables capacités, la menace est suffisante pour que la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis et d'autres pays la prennent au sérieux. Pour la Corée du Nord, les armes nucléaires sont comme une assurance pour le régime. Dans l'esprit de leur gouvernement, tant qu'ils possèdent des armes nucléaires, il sera plus difficile pour d'autres pays d'essayer de renverser leur gouvernement. C'est la raison pour laquelle, même s'ils sont continuellement sanctionnés, ils ne renoncent pas facilement à ce programme. Selon Reuters, la Corée du Nord a même déclaré en 2026 que pour eux, la question de la dénucléarisation était close. Cela signifie qu'ils ne veulent plus discuter de l'abandon de leurs armes nucléaires. C'est pourquoi jusqu'à présent, cette question reste un énorme problème. Comment pouvez-vous dialoguer avec un pays qui refuse de renoncer à des armes qu'il considère comme la raison de son maintien au pouvoir ? Mais ce n'est pas seulement à cause des armes nucléaires qu'ils sont redoutés. Le régime de Kim Jong a connu un autre événement qui a montré jusqu'où le pouvoir et la peur peuvent aller au sein de la famille Kim. Il s'agit de l'assassinat de Kim Jong-nam, le demi-frère aîné de Kim Jong-un. Kim Jong-nam vivait en dehors de la Corée du Nord depuis longtemps. Il vivait dans différents endroits en Asie, y compris à Macao. Selon certains rapports, il ne cherchait plus activement à diriger la Corée du Nord. Mais comme il faisait toujours partie de la famille Kim, il restait une personnalité sensible aux yeux du régime. Le 13 février 2017, il se trouvait à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie. Selon les autorités malaisiennes, il a été approché par 2 femmes qui ont appliqué un produit chimique sur son visage. Plus tard, la police malaisienne a confirmé que l'agent neurotoxique VX avait été utilisé. Le VX est un produit chimique extrêmement toxique, considéré comme une arme chimique. Quelques instants après l'exposition, Kim Jong-nam est décédé. Selon les rapports, les 2 femmes ont déclaré qu'elles pensaient que cela faisait simplement partie d'une émission de caméra cachée. Elles ont affirmé qu'elles ne savaient pas qu'un véritable poison avait été utilisé lors de la pratique. Elles ont affirmé qu'elles ne savaient pas qu'un véritable poison leur avait été donné. La Corée du Nord a nié toute implication dans cette affaire. Mais selon des responsables sud-coréens et américains, cités dans divers rapports internationaux, ils pensent que la Corée du Nord est impliquée dans l'attaque, car Pyongyang ne l'a jamais ouvertement reconnu. Il serait plus juste de dire qu'il s'agit d'une accusation et d'une évaluation d'autres gouvernements, pas d'un aveu direct de la Corée du Nord. Cet événement est important car il a révélé un autre visage du régime. Il ne s'agit pas seulement de missiles, ni seulement de tests nucléaires, il s'agit aussi de la peur, du contrôle et de l'élimination de toute personne pouvant être perçue comme une menace. Donc lorsqu'on demande à quel point Kim Jong-un est puissant en Corée du Nord, il ne suffit pas de regarder son âge, son apparence ou ses goûts personnels. Il y a des histoires sur sa passion pour le basketball, des rapports sur son intérêt pour la culture occidentale et des rumeurs sur sa santé. Mais en ce qui concerne le pouvoir, la structure du pays qu'il dirige est plus importante. En Corée du Nord, le Parti des travailleurs de Corée est le principal parti au pouvoir. Au sommet de cette structure se trouve le dirigeant du pays.
En dessous, il y a les officiels, les commandants militaires, les agences de sécurité et les personnes qui gèrent en l'État. En théorie, il existe des groupes et des comités qui donnent des conseils et mettent en œuvre les politiques. Mais dans le système réel de la Corée du Nord, la plus haute autorité reste entre les mains du dirigeant et de la famille Kim. Cela signifie que ce n'est pas seulement Kim Jong-un qui dirige tout le pays. Il y a de grandes institutions derrière lui. Il y a le parti, l'armée, le réseau de renseignement, les forces de sécurité. Mais il est le centre de tout cela. Donc, même si parfois il est montré dans les médias comme un leader ordinaire visitant des usines, des fermes ou des bases militaires, son véritable pouvoir est bien plus profond. Il contrôle la direction du programme nucléaire. Il contrôle le message du pays envers le reste du monde. Kim Jong-un contrôle la peur utilisée par le régime pour contrôler la Corée du Nord. Il n'est pas seulement un dirigeant nucléaire, il symbolise un système fondé sur le contrôle et la possession d'armes nucléaires. Il est le visage d'un système construit sur 3 choses. Le peuple, la peur de l'ennemi et la croyance que la plus puissante des armes est la plus grande protection de leur régime. Et à mesure que le programme nucléaire et de missiles de la Corée du Nord continue de se renforcer, chacun de ces mouvements devient plus dangereux non seulement pour la péninsule coréenne, mais aussi pour toute la région de l'Asie de l'Est. En Corée du Nord, ce n'est pas seulement Kim Jong-un qui agit au sein du gouvernement. Il y a le parti, l'armée, des responsables dans chaque province, la police et les agences de sécurité, des personnes qui gèrent de la nourriture, l'électricité, le travail, les médias et les frontières. Mais même avec un tel système, une chose est claire. Kim Jong-un est au centre de tout. Dans un pays normal, le leader peut être remis en question. Les médias peuvent critiquer. On peut changer de dirigeant lors des élections, mais en Corée du Nord, le système ne fonctionne pas ainsi. Le pouvoir tourne autour du Parti des travailleurs de Corée, de l'armée et de la famille Kim. Et pour qu'un dirigeant reste au pouvoir dans un pays comme celui-ci, il doit contrôler 2 choses. D'abord, l'armée. Deuxièmement, la peur des gens à l'intérieur du gouvernement. C'est ici qu'on voit pourquoi Kim Jong-un n'est pas simplement une figure de proue. Certains se demandaient auparavant s'il détenait vraiment le pouvoir. Il était encore jeune lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Le monde ne le connaissait pas non plus depuis longtemps. Avec de puissants généraux et hauts responsables autour de lui, certains pensaient qu'il n'était que le visage du régime, d'autres prenant réellement les décisions. Mais avec le temps, Kim Jong-un a montré qu'il pouvait écarter, rétrograder ou déplacer les responsables qui pouvaient représenter une menace pour lui. D'anciens hauts responsables ont subitement disparu de la scène publique et certains chefs militaires ont été démis de leurs fonctions. Il y en a aussi qui ont d'abord été rétrogradés, puis plus tard réaffectés à un autre poste. Pour faire simple, c'est comme s'il faisait tourner les gens à l'intérieur du gouvernement pour qu'aucun responsable ne devienne trop puissant. Lorsqu'un général devient trop puissant, il peut être démis de ses fonctions. S'il est de nouveau nécessaire, il peut être réintégré. C'est ainsi que Kim maintient le contrôle. Il ne permet à aucun autre centre de pouvoir d'exister en dehors de lui. Donc, même si l'armée est importante en Corée du Nord, cela ne veut pas dire que l'armée a le contrôle sur lui. Il semble plutôt qu'il utilise l'armée pour renforcer sa propre position. Il y a aussi des événements étranges sous Kim Jong-un qui font parfois que son image à l'étranger paraît peu sérieuse. L'un de ces événements est les visites de l'ancien joueur de la NBA Dennis Rodman, en Corée du Nord. Comme Kim aime le basketball, Rodman est devenu un pont inhabituel entre la Corée du Nord et les médias occidentaux. Beaucoup de gens ont été surpris à l'époque. Une ancienne star du basketball qui visite l'un des pays les plus fermés du monde. Pour certains, cela ressemble à une comédie. Mais il ne faut pas se laisser tromper par ce genre de scène. Même si certains aspects de la personnalité de Kim peuvent sembler étranges aux yeux d'autres pays, le système qu'il dirige est sérieux et lourd de conséquences. Selon la commission d'enquête des Nations Unies, la Corée du Nord est depuis longtemps accusée de violations massives des droits de l'homme. Cela inclut le travail forcé et un contrôle strict de la population, des camps de prisonniers politiques, la torture et la punition des personnes considérées comme ennemies de l'État. La Corée du Nord nie bon nombre de ces accusations. Mais pendant de nombreuses années, les transfuges, les groupes de défense des droits de l'homme et les enquêteurs internationaux disent dans tout la même chose. Le contrôle de l'État sur la vie des gens ordinaires est extrêmement strict. En Corée du Nord, on ne peut pas simplement parler contre le dirigeant. Les médias ne sont pas libres non plus. Les informations, les films, la radio et Internet sont contrôlés par le gouvernement qui dispose de son propre réseau interne appelé Kwangmyong. Ce n'est pas comme l'Internet ouvert utilisé par la plupart des gens dans le monde. Son contenu est limité, l'information est contrôlée.
Et pour la majorité des citoyens, il est presque impossible d'accéder librement aux informations venant de l'extérieur. C'est important parce que Kim Jong-un est le premier dirigeant de la famille Sikkim à faire face à l'époque des smartphones, des hackers, des réseaux sociaux et de l'information numérique. Son grand-père a dirigé à une époque où il était plus facile de contrôler les informations. Son père a dirigé à une époque où Internet commençait tout juste à se développer. Mais Kim Jong-un dirige à une époque où l'information se propage rapidement dans le monde entier. C'est pourquoi, sous sa direction, le contrôle numérique est devenu encore plus important. Le régime n'utilise pas seulement des armes et des soldats, ils utilisent aussi la censure, la surveillance et le contrôle des communications. Il serait réducteur de croire que la peur seule maintient le système. Le numérique fait aussi partie de la société nord-coréenne, surtout à Pyongyang et parmi les personnes liées à l'État qui vivent mieux que les citoyens ordinaires des provinces. Il y a des activités de marché qui sont autorisées. Il y a des entreprises qui fonctionnent de manière limitée. Il y a quelques usines et fermes qui bénéficient d'un peu de liberté pour gagner de l'argent et fonctionner de manière plus pratique. Ce n'est pas comme l'économie de marché de la Corée du Sud ou du Japon. Mais par rapport à la famine extrême des années 90, la situation s'est légèrement améliorée dans certaines parties du pays. Néanmoins, la vie reste difficile pour de nombreux Nord-Coréens ordinaires et l'écart entre la vie de l'élite et celle des gens ordinaires reste important. Alors que beaucoup peinent à se nourrir, à trouver du travail, à avoir de l'électricité et à être libres, la famille de Kim et les hauts fonctionnaires du gouvernement ont accès à une vie beaucoup plus confortable. Étant donné que la Corée du Nord a des échanges commerciaux légaux limités avec le reste du monde, le régime cherche d'autres moyens de gagner de l'argent. Parmi les aspects les plus surveillés figurent les opérations cybernétiques. Selon des déclarations conjointes et des rapports des États-Unis, de la Corée du Sud, du Japon et de chercheurs en cybersécurité, la Corée du Nord est depuis longtemps associée à d'importants piratages de crypto-monnaies et à des vols informatiques. Des rapports indiquent que des hackers liés à la Corée du Nord ont volé des centaines de millions de dollars ces dernières années. Les analystes affirment que cet argent pourrait être utilisé pour soutenir le programme militaire et d'armement du pays. Ce n'est pas simplement une arnaque en ligne ordinaire. Lorsqu'un État est derrière le piratage, il dispose de moyens bien plus importants. Il y a de la formation, de la protection, de l'organisation, et il est beaucoup plus difficile de poursuivre les personnes impliquées, car elles se trouvent dans un pays qui ne coopère pas facilement avec les forces de l'ordre international. Lors de la pandémie de Covid, on a encore plus constaté à quel point la Corée du Nord était refermée. Dès le début de la pandémie, la Corée du Nord a rapidement fermé ses frontières. Avec peu de touristes et des entrées et sorties strictement contrôlées, il leur est plus facile d'isoler le pays. Mais l'information étant contrôlée, il est difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. En 2022, la Corée du Nord a admis qu'il y avait une grande épidémie de ce qu'ils appelaient une fièvre. Les médias d'État ont rapporté des millions de cas de fièvre, mais très peu de décès officiels. De nombreux experts internationaux en santé ont douté de ce chiffre. Parce que s'il y a eu des millions de malades, il est difficile de croire qu'il y a eu si peu de morts, surtout dans un pays où le système de santé et les fournitures médicales sont limitées. Pendant la même période, les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud se sont également détériorées. En 2018, il y avait encore de l'espoir. Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont rencontrés, il y a eu des discussions diplomatiques. Un bureau de liaison a été établi à Kaesong pour servir de pont de communication entre les deux parties. Mais le 16 juin 2020, la Corée du Nord a fait exploser le bureau de liaison. Pour de nombreux observateurs, cela symbolise l'effondrement de l'espoir de meilleures relations. Cela a montré que même s'il y a des moments où les discussions semblent s'apaiser, la tension peut rapidement revenir. Et tandis que les relations de la Corée du Nord avec la Corée du Sud et les États-Unis se refroidissent, la Corée du Nord se rapproche de la Russie. Cela est devenu encore plus évident après l'escalade de la guerre en Ukraine en 2022. Selon Reuters et d'autres rapports internationaux, la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie s'est approfondie. En 2024, Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont signé un accord renforçant leur partenariat stratégique. Selon des responsables sud-coréens, ukrainiens et occidentaux, la Corée du Nord a envoyé des armes et des soldats pour soutenir la Russie. En 2025, les médias d'État nord-coréens ont également confirmé que des troupes nord-coréennes avaient aidé la Russie. Pour la Corée du Nord, cela pourrait s'échanger contre de l'argent, de la nourriture, du carburant, des technologies militaires ou un soutien politique. Pour la Russie, l'ajout d'armes et de personnel est d'une grande aide alors que la guerre se poursuit.
C'est important car il est rare dans l'histoire moderne que la Corée du Nord envoie un soutien aussi important dans une guerre étrangère. Cela montre que la Corée du Nord n'est plus simplement spectatrice, elle devient progressivement un acteur de plus en plus actif du grand affrontement des puissances mondiales. En même temps, la Corée du Nord continue de présenter de nouveaux missiles. En octobre 2025, la Corée du Nord a présenté lors d'un défilé militaire le Hwasong-20 que les médias d'État ont qualifié de l'un de leurs systèmes d'armes stratégiques les plus puissants. Cela ne prouve pas toutes les capacités du missile, mais c'est suffisant pour que les analystes le prennent au sérieux. Car chaque nouveau missile présenté par la Corée du Nord montre qu'ils ont la capacité de frapper loin. Nous avons la capacité d'intimider et vous ne pourrez pas facilement nous forcer. C'est pourquoi il est une erreur de simplement se moquer de Kim Jong-un. Oui, il y a beaucoup de choses étranges dans son image. Oui, il est souvent tourné en dérision dans les médias occidentaux. Et oui, il a obtenu une grande partie de son pouvoir parce qu'il est né dans la famille Kim. Mais cela ne veut pas dire qu'il est un leader faible au sein de son propre système. En réalité, pendant plus d'une décennie, il a prouvé qu'il pouvait contrôler le parti, l'armée, les forces de sécurité, le système de propagande et les alliances étrangères de la Corée du Nord. Il est capable de destituer les officiels qui pourraient en devenir puissants contre lui. Il est capable de développer le programme nucléaire et de missiles. Il est capable de fermer le pays en cas de crise. Il est capable d'utiliser la peur pour garder le contrôle à l'intérieur du pays. Et il est capable d'utiliser le chaos dans le reste du monde pour obtenir un nouveau soutien de la Russie, de la Chine et d'autres pays qui ne sont pas proches de l'Occident. Au final, la Corée du Nord sous Kim Jong-un n'est pas simplement un pays pauvre avec un dirigeant étrange. C'est un pays avec une petite économie mais une grande menace militaire. Un pays fermé à l'information mais actif dans les opérations cybernétiques. Ce pays, où de nombreux citoyens sont en difficulté, dépense pourtant pour des missiles et armes nucléaires. Et c'est un pays qui, malgré les sanctions qui durent depuis longtemps, reste debout grâce à la peur, la discipline, le contrôle et le soutien de quelques puissants alliés. La vraie question aujourd'hui n'est pas seulement qui est Kim Jong-un, mais jusqu'où la Corée du Nord gagnera en puissance tant qu'il sera au pouvoir. Car plus il reste au pouvoir, plus une chose devient claire. Il n'est pas simplement un dirigeant temporaire, il n'est pas simplement l'ombre de son père, et il n'est pas simplement quelqu'un qui est surmonté sur le trône à cause du nom de sa famille. Kim Jong-un est le dictateur de l'ère numérique de la Corée du Nord. Et sous son règne, ce pays, longtemps fermé au monde, continue de se préparer, de se renforcer et d'attendre le bon moment pour montrer à quel point la menace qu'il peut représenter est grande.